Voilà, bonsoir tout le monde. Oui, ça fait plaisir de voir autant de monde. Il y a pas mal de cheveux gris, un peu moins d'étudiants. Ça change, mais c'est bien. Donc on a ce soir le grand plaisir d'accueillir Olivier Amand, qui est donc biologiste, chercheur à l'INRAE, donc c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement au sein de l'École normale supérieure de Lyon, et qui est aussi directeur de l'Institut Michel Serres à Lyon également. Il est l'auteur de différents ouvrages que vous connaissez peut-être, dont Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on invite un biologiste dans le cadre d'une filière d'architecture ? En fait, l'idée, c'est vraiment d'élargir notre angle de vision, de prendre du recul. Et Olivier va nous proposer une approche globale du vivant, ce vivant dont on fait partie. Souvent, on oublie un peu qu'on fait partie du vivant, soit par méconnaissance, soit par paresse. Cette approche, elle peut nous inspirer dans notre pratique d'architecte, mais évidemment dans toute autre profession ou activité, parce qu'ici, je pense qu'une grande majorité n'est pas architecte, mais c'est bien ce qui fait la transversalité du discours d'Olivier Amand. Et puis ça peut aussi s'appliquer à titre personnel, dans notre réflexion personnelle. Au vu des défis environnementaux et climatiques actuels, il est vraiment important de sortir de nos champs d'activité, de regarder un peu de côté, pour pouvoir développer une compréhension globale et transversale, et ainsi chercher des pistes et des solutions pour répondre aux enjeux auxquels nous faisons face. L'organisation de ces conférences est le résultat d'une sorte de mycélium local. Elle est co-organisée avec la filière d'architecture de la HEIA-FR qui nous accueille, à l'initiative de l'Association des architectes pour le climat et avec le soutien de l'Association des parents pour le climat. Cette co-organisation, elle rend visible des liens qui existent et qui sont tissés au fil des années entre ces différentes entités. C'est surtout le résultat de coïncidences et puis de convergences sur l'envie d'inviter Olivier Amand à Fribourg, ce qui montre aussi qu'on a vraiment envie d'élargir le débat et de développer des connaissances qui permettent d'approfondir nos réflexions sur comment habiter notre maison commune, la Terre. Alors ce soir, Olivier Amand va nous parler de robustesse, il ne va pas parler que du Cervin. Et puis, à nouveau, on peut se dire, mais quel est le rapport avec l'architecture, robustesse, où on fait des gros murs épais? Non, ce n'est pas vraiment ça. On peut prendre quelques exemples. La construction, elle doit répondre à des normes énergétiques, des performances énergétiques. Aujourd'hui, on est soumis à ça quand on construit des bâtiments. Alors, c'est certes important, mais en fait, les solutions architecturales durables ne peuvent pas reposer uniquement sur des performances techniques ou technologiques. En fait, il faut vraiment avoir une approche qui intègre à la fois le maintien de l'existant, donc éviter de démolir, c'est réparer, c'est être sobre, sobriété, la compacité, le principe du low-tech, l'éco-conception, etc., etc. Donc c'est vraiment une façon différente de penser la construction qui doit être privilégiée en premier lieu. C'est aussi la redécouverte des matériaux qui sont perçus comme pauvres. On parle maintenant toujours plus de terre crue, de chanvre, de paille. Alors évidemment, ça fait penser à la maison des trois petits cochons, ça prête à sourire. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ces matériaux, ils offrent des potentiels vraiment importants au niveau environnemental et climatique, alors qu'en fait, ils peuvent être perçus comme non performants. Enfin, par exemple, le réemploi des matériaux, construction, qui est pratiqué depuis la nuit des temps, mais qu'on a oublié, qu'on a un peu laissé aux oubliettes dans notre société d'hyperconsommation, où on peut jeter à tout va et où c'est même moins cher en fait de casser et de refaire. Et puis le réemploi revient sur le devant de la scène, et en fait, c'est un processus qui devrait redevenir une forme de standard dans la construction. Donc en fait, ces exemples, ça montre bien que c'est des solutions qui a priori sont peu performantes, même quasiment archaïques en fait. En réalité, c'est des approches, des processus ou des solutions qui contribuent très significativement à une diminution des émissions de gaz à effet de serre dans la construction et ainsi limiter l'impact de la construction sur l'environnement et le climat. Alors ces thèmes sont de plus en plus abordés au sein de l'école.
en particulier dans la filière d'architecture, ici à la HEIA, dans les instituts de recherche, comme l'Institut Transform par exemple. Et c'est quelque chose dont on peut se réjouir, parce qu'effectivement, depuis quelques années, l'enseignement évolue, l'enseignement cherche aussi à être proactif et à s'adapter aux réalités actuelles, parce que l'important, c'est de former des futurs architectes qui devront répondre de façon créative et consciente face aux enjeux de notre temps. Alors, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas l'école, il y a la Halle Bleue sur le site de Blue Factory, où les étudiants et les étudiantes peuvent construire des maquettes grandeur nature, par exemple avec des matériaux chanvre, paille ou en réemploi. Donc ils peuvent eux-mêmes, avec leurs mains, construire ça, et je pense qu'au niveau pédagogique, c'est quelque chose de très, très intéressant. Ce qui concerne l'association Architectes pour le climat, en fait, elle a surtout pour objectif de diffuser les savoirs auprès des professionnels qui sont déjà actifs. C'est-à-dire que voilà, on est des générations qui n'avons pas du tout étudié ces questions environnementales ou climatiques, ou très peu. Et en fait, le but, c'est de former, entre guillemets, les gens sur le tas. Donc c'est un peu de les guider. Souvent, des professionnels se posent des questions, mais ne savent pas toujours par où commencer, comment faire. Donc ça, c'est un des buts de l'association. Et puis l'autre chose, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs du domaine de la construction. C'est-à-dire que pour nous, on estime que ces changements, ils concernent tout le monde. Ce n'est pas que les architectes. On ne peut pas tout seul changer. Il faut les ingénieurs, il y a des spécialistes, il y a des entreprises, mais c'est aussi les maîtres de l'ouvrage, les investisseurs ou les politiques en plus. Donc le but, c'est aussi de mettre autour de la table tout ce beau monde, ce qui prend du temps, ce qui n'est pas simple, mais qui est, à notre avis, essentiel pour que les choses changent. Et c'est vraiment de décloisonner les silos professionnels pour vraiment mettre en commun des savoirs et chercher des solutions durables. Et puis, les parents pour le climat. C'est un collectif, c'est la génération du milieu. Alors, ils sont par exemple engagés dans le groupe de la sobriété numérique à l'école. Et aussi, un autre exemple, c'est dans le cadre de la pétition de 2 millions pour le climat qui a été déposée dans le canton de Fribourg en juillet dernier. Alors ça, c'est 2 exemples parmi plein de leurs autres activités. Vous pouvez trouver ça sur leur site également. Voilà, donc comme vous pouvez l'imaginer, le thème de la robustesse entre en résonance avec toutes ces réflexions, ces actions qui sont menées à l'école, dans ces associations. Et en fait, on se réjouit d'écouter Olivier Amand nous en parler. Et avant de lui laisser la parole, j'ai encore quelques petites informations pratiques. Donc la présentation dure entre 45 minutes, 1 heure environ. Et puis après, le but, c'est d'avoir un moment de discussion, d'échange, de questions-réponses. Et puis, ça se poursuivra par un apéritif en haut, au rez-de-chaussée, où tout le monde est cordialement invité. Et je profite de remercier l'équipe de la revue d'étudiants là et les parents pour le climat qui ont préparé et organisé l'apéritif. Voilà, merci pour votre attention et je vous souhaite une conférence inspirante. Merci d'être là. Merci pour cet accueil. Ravi de parler de robustesse. Oui, j'ai mis une photo, j'ai enlevé mon texte. J'ai mis une photo presque locale, si on veut. Mais peut-être que vous détectez des problèmes sur cette photo. Je vais dézoomer, vous allez tout de suite voir le problème. Voilà. Donc c'est une photo de Z. Nelson qui fait beaucoup de photos comme ça pour montrer notre distance au vivant. Et en fait, ça illustre, cette photo en fait illustre assez bien notre rapport au vivant ou à la nature, si vous voulez, à notre milieu. On a pris beaucoup de distance. Et en plus, on peut presque voir le vivant comme un problème. Hein. Vous savez, les mauvaises herbes, hein, les nuisibles, enfin tout ça, hein, ce qui pique, les virus et compagnie. Et donc, on a un peu ce rapport au vivant qui est presque frontal, hein, finalement. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a ce besoin de contrôle en permanence. Et ça fait très longtemps. Alors, si on pousse le bouchon un cran plus loin, mais en fait, je ne vais pas trop le pousser, hein, c'est juste observer. Qu'est-ce que ça donne dans nos sociétés, cet éloignement au vivant ? Assez rapidement, on se rend compte que cet éloignement au vivant, ça construit une société du bunker. Alors, je sais qu'en Suisse, il y a des bunkers, donc vous avez des vrais bunkers, mais là, je parle du bunker métaphorique, si vous voulez. Donc, le bunker, hein, c'est un endroit où on est en sécurité et on n'a pas d'interaction avec l'extérieur.
Eh ben, il suffit de regarder votre journée et vous allez voir que nous passons tous les jours beaucoup de temps dans des bunkers. Mais, alors, on parlait de la sobriété numérique, tu parlais de la sobriété numérique juste avant. Quand on est en face d'un ordinateur, on est dans un bunker. Quand on est tout seul dans sa voiture, on est dans un bunker. On peut considérer qu'une monoculture, c'est un bunker à l'échelle d'une parcelle. Oui, en fait, tout ça, c'est des bunkers. Alors, ça illustre assez bien le chemin, l'obsession du contrôle, hein, finalement, qu'on a en nous, là, comme ça, là, qui est depuis des années, mais ça s'est évidemment accéléré ces dernières décennies. Et alors, ça va jusqu'où, cette société du bunker? En fait, il y a un idéal, si vous voulez. L'idéal du bunker, hein, c'est d'être invulnérable. Évidemment, hein. Là, comme ça, on est sûr d'être vraiment totalement en contrôle. Et donc, là, je vous présente du gazon invulnérable. Il peut vraiment rien lui arriver. Là, lui, il va rester là très, très, très longtemps, hein. Alors, vous voyez bien le problème de l'invulnérabilité, finalement. Le seul moment où on est invulnérable dans sa vie, c'est quand on est mort. Voilà. Donc, alors, c'est vraiment très frappant parce que cette obsession pour l'invulnérabilité, ça se cristallise dans la pop culture. Et donc, par exemple, Iron Man, que Jean-Marc Jancovici utilise aussi d'ailleurs, mais Iron Man, c'est un sarcophage volant. Oui, d'ailleurs, et je le dis presque sans plaisanter, hein, c'est qu'il y a plus de 2000 ans, en Chine, on avait déjà un Iron Man avec de la jade, là, mais c'est vraiment cette idée. Il faut vraiment réaliser que ce qu'on nous présente, hein, finalement, notre culture, c'est une culture de l'invulnérabilité et donc de la mort. Alors, si je déplie un peu ce truc-là, d'où ça vient en fait, c'est une boucle, un piège systémique dans lequel on est tombé. C'est ce qu'on pourrait appeler le piège de la performance. Mais vous voyez, ça tourne comme ça. Donc, on peut démarrer là à gauche. Là, on a une rupture, une crise, une fluctuation, quelque chose qui se passe. Quand il y a une crise, en général, on a besoin de sécurité. Et ça, c'est un besoin naturel. C'est un besoin primaire. Tout le monde a besoin de sécurité et c'est essentiel de se sentir en sécurité, hein. Les enfants ont besoin de se sentir en sécurité. Les adultes aussi, hein, mais notamment les enfants. Comment on répond à ce besoin de sécurité? En augmentant le contrôle. Comment on fait pour augmenter le contrôle? Alors, c'est là que ça devient compliqué. On augmente les performances. Alors, quand on augmente les performances, qu'est-ce qui se passe? En fait, on épuise les ressources. Vous savez, c'est le sprinter, hein. Quand il augmente les performances, il épuise ses ressources. Si on épuise les ressources, là, on prépare la crise suivante. Et donc, c'est parti, là. Ouais, c'est le hamster dans la roue, hein. Donc, en fait, c'est incroyable parce que la réponse que l'on apporte aux crises génère la crise suivante. Et donc, si vous avez vu le rapport sur les risques de Davos, encore un lieu suisse, le premier, hein, c'est la polycrise. Alors, il y a plein de mots, hein, pour ça, hein, la permacrise, c'est ça, mais la polycrise. En fait, nous avons créé la polycrise. C'est cette boucle qui crée la polycrise. On l'entretient, on l'accélère. Les crises sont plus intenses et se rapprochent. Alors, juste pour être bien clair sur la définition de performance, parce que la performance, c'est un mot qui est très polysémique, mais là, je vous prends la définition la plus répandue de performance, qui est celle du contrôleur de gestion. Et ce n'est pas par hasard si c'est celle qui est la plus répandue, parce que le contrôle, donc le contrôleur de gestion, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Quand on est performant, on est efficace et efficient. Donc, efficacité, c'est atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Voilà. Donc, le monde de la performance, c'est le monde de l'efficacité et de l'efficience. Si vous réfléchissez bien, hein, le monde de la performance, c'est le monde de la machine. C'est ce qu'on demande aux machines, d'être performantes, d'être efficaces et efficientes. C'est encore un objet mort, hein. Oui, cette distance au vivant, elle est vraiment très plurielle, hein. Ce n'est pas juste le fait qu'on n'est pas capable de reconnaître des empreintes de pas dans la forêt, hein. C'est beaucoup plus profond que ça. On est obsédé par les objets morts. Et donc, voilà, la performance, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en plus de juste cette idée, qui est quand même déjà fondamentale, hein. Je pourrais m'arrêter là, à vrai dire, hein. Je pourrais dire, oui, la performance, il y a un problème quand même, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme argument un petit peu plus construit, disons, quelle critique on peut faire de la performance? Pourquoi c'est problématique, cette obsession pour la performance? Alors, je vais vous donner 4 arguments. Le premier argument, ça tient en 2 mots, optimiser, fragilise. Optimiser, fragilise. Donc optimiser, là aussi, je le prends au sens le plus répandu du terme. Optimiser, c'est augmenter les performances. Donc on atteint son objectif encore plus vite avec encore moins de moyens. Là, il y a les exemples, à vrai dire, c'est tous les jours, hein, de notre monde suroptimisé qui est devenu très fragile. Mais c'est vraiment partout, hein. Donc là, vous avez des exemples, c'est ceux que j'utilise beaucoup, hein. Nous, on avait une pénurie de moutarde en 2022 parce qu'il y avait une sécheresse au Canada.
Bon, voilà. Depuis quand on ne peut plus faire de moutarde en France? C'est un truc comme ça, voilà. On a tout centralisé. Le canal de Suez bloqué par un bateau, CrowdStrike, c'était en 2024. Mais il y en a eu d'autres entre-temps. En octobre, on a eu AWS, la Amazon Web Service, une panne de Amazon Web Service, sauf que il y a beaucoup d'entreprises qui délèguent la gestion de leurs objets connectés à Amazon Web Service, donc notamment 8Sleep. 8Sleep, c'est une boîte qui fait des lits connectés. Bon, alors depuis quand a-t-on besoin de lits connectés? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, donc alors, des lits connectés, quand Amazon tombe en panne, les lits sont à la verticale. Et voilà, donc ça marche moins bien. Bon, ça, c'est le monde suroptimisé qui devient très fragile. Donc, optimisé, fragile. Bon, à vrai dire, si c'était que des lits à la verticale, ce ne serait pas trop grave, hein. Évidemment, le problème, c'est qu'on a vraiment tout optimisé, quoi, hein, y compris les services sociaux, les écosystèmes et tout ça. Une deuxième critique, c'est l'effet rebond. Alors ça, c'est plus spécifiquement une critique de l'efficience avec moins de moyens. Là, je prends mon exemple favori des frigos. Les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie, beaucoup de métaux, beaucoup de ressources. Donc on a voulu faire des progrès. On a voulu les rendre plus efficients. Donc ils consomment aujourd'hui beaucoup moins d'énergie. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça crée des nouveaux besoins. On fait des frigos plus gros, on fait des caves à vin, on fait des frigos connectés, eux aussi. Du coup, la population mondiale de frigos augmente, hein, et ça consomme plus de ressources. Alors, c'est très pernicieux, ça, hein, cet effet rebond, parce que, alors en biologie, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler une maladie auto-immune. C'est que c'est votre système immunitaire qui s'attaque à votre propre corps. Là, c'est un peu pareil. Vous avez des gens qui sont de bonne volonté, qui font des objets plus sobres, hein, au sens plus efficient énergétiquement. C'est une sobriété un peu étroite, hein, mais c'est voilà, plus efficient énergétiquement. Donc on pense aller dans la bonne direction, et en fait, on va dans la mauvaise direction. On est en train d'alimenter un monde en surconsommation et en consommation débridée, on pourrait le dire comme ça. Donc évidemment que ce n'est pas que les frigos, hein. Inutile vous avez bien vu que les voitures se multiplient, deviennent plus grosses. Les avions, hein, ils n'ont jamais été aussi sobres, hein, les avions, hein. Ils consomment beaucoup moins de kérosène, hein. Mais regardez le ciel, hein. Voilà, c'est vraiment, tout est comme ça, hein. Le pot de Nutella familial, hein, vous savez, le pot familial, on a l'impression de faire des économies, mais non, en fait, ça pousse à la surconsommation. Si vous voulez un exemple tout simple, hein, ce soir, quand vous allez vous brosser les dents, c'est l'effet dentifrice, en fait. Vous savez, quand vous achetez votre tube de dentifrice là, qui est bien plein, alors on en met vraiment un paquet, hein, sur la brosse à dents. Et puis, vous savez, à la fin, là, quand il reste vraiment quelques nanogrammes, on va mettre les trois. Voilà, ça, c'est l'effet rebond à l'envers, là. Quand il y en a moins, on en met moins. Quand il y en a plus, on en met énormément, quoi. C'est vraiment, c'est un peu la même idée. Donc ça, c'est quand même très vicieux, parce que là, on veut faire de la sobriété, on fait de l'ébriété. Alors, c'est pas pour dire que la sobriété, il faut la mettre à la poubelle, hein. En fait, il faut juste articuler les choses. C'est qu'il ne faut pas commencer par la sobriété, parce que quand on commence par la sobriété, dans notre monde qui est drogué à la performance, on génère de l'ébriété. En fait, il faut créer les conditions qui génèrent de la sobriété. Il faut que la sobriété ne soit pas la contrainte d'entrée, il faut que ce soit le produit de sortie. Et là, ça change un peu les choses. Mais donc voilà, vous allez voir que la robustesse, ça peut être un levier pour générer la sobriété. Un troisième argument contre la performance, la loi de Goodhart. Je sais qu'il y a des avocats ici de la loi de Goodhart qui connaissent bien, quand même des t-shirts, loi de Goodhart. Alors, la loi de Goodhart, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors moi, j'adorerais que cette phrase soit gravée sur le fronton de toutes les administrations et de toutes les organisations. Parce que c'est vraiment, on en a besoin de cette loi. Ça veut dire, hein, si je vous le dis d'une autre façon, hein, ça veut dire que tout indicateur de performance est toxique. Ouais, je le dis un peu plus brutalement, mais c'est ce que ça veut dire. C'est que quand on met un indicateur de performance quelque part, ça pousse à la pensée réductionniste. On ne voit plus que l'indicateur de performance et on oublie le reste. C'est le fameux adage zen, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. Donc, il y a plein d'exemples, hein. Le sportif de compétition qui veut sa médaille d'or, peut-être qu'il va faire du dopage, donc il va s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Est-ce que c'est encore du sport? C'est de la performance et de la compétition. Le bachotage avant les examens, là on est dans une école, ça, je pense qu'on l'a tous et toutes fait, hein, le bachotage, voilà, un petit coup juste avant l'examen, donc on passe l'examen, on fait de la performance, mais évidemment qu'on n'a rien retenu, parce que c'est trop rapide, quoi. Il y a beaucoup de choses avec l'IA en ce moment sur ces sujets-là. Donc en fait, ça c'est vraiment, ça c'est quand même un point clé, hein. Et puis la quatrième critique, c'est une équation en 3 mots. En fait, quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. On est toujours plus ou moins performant que son voisin.
par définition, hein, parce que c'est efficacité et efficience, hein, donc c'est un classement, hein, si vous voulez. Donc la performance appelle la compétition. Alors, il faut bien se poser la question, dans une compétition, qui gagne? Ben, c'est très simple, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. C'est toujours vrai, hein. Enfin, faut quand même bien se le formaliser, hein. Dans une compétition, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Alors, comme ça, on pourrait se dire, oui, mais quand même, je sais pas, mais il y a des compétitions où c'est quand même pas si violent que ça. Non, non, alors, oui, évidemment, en effet, il y a des règles, il y a des lois. Les règles et les lois ne sont là que pour encadrer le niveau de violence. Mais il y a toujours de la violence. Le sportif de compétition, il est violent avec son corps. Le pompier, il est violent avec son corps quand il est en compétition avec l'incendie. Et puis, au niveau géopolitique, là, on peut quand même pas, ne pas échapper à ce qu'on voit actuellement. On a 3 pays là actuellement, il y a plein de pays qui sont en guerre, mais il y a des pays notamment qui sont assez symboliques. On a la Russie qui envahit l'Ukraine, on a Israël qui colonise la Palestine, on a le Rwanda qui envahit le Congo. Ce sont 3 pays qui ont été humiliés. La performance, ça appelle la compétition. Dans une compétition, celui qui perd est humilié. Ben, ça laisse des traces. Je ne dis pas que c'est le seul facteur, hein. Attention, je n'ai pas dit ça, hein. Mais c'est un facteur quand même. Donc en fait, pour ne pas le voir, ça, c'est vraiment... Voilà. Donc la performance appelle la violence. Donc en fait, là aussi pour nuancer, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on est bien content que le pompier soit performant. Il faut juste comprendre qu'il ne peut pas être dans l'incendie très longtemps parce que c'est trop violent. 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça devient dangereux d'être dans l'incendie à haute intensité. Donc il sort du feu. Donc la performance-violence, c'est utile si c'est court, s'il y a une date de péremption. Le problème de notre société, c'est qu'on n'a pas mis de date de péremption. On est performant du matin au soir. Le trajet domicile-travail, la séparation des fourchettes et des couteaux, tout ça, hein, c'est la planification des vacances, tout ça, c'est soumis à l'injonction de performance. Alors je ne dis pas qu'il faut tout annuler, hein, mais il faut quand même le réaliser, hein. On est quand même dans la performance en permanence. Mais moi, là, j'essaie de vous dire le maximum d'informations en un minimum de temps, hein. C'est de la performance. Donc voilà, je suis aussi dans la soupe de la performance. Donc le problème, ce n'est pas tellement cette équation. Le problème, c'est que quand on est dans une culture de la performance, on est dans une culture de la violence. Contre les femmes, contre les enfants, contre les plus défavorisés, contre les écosystèmes. Mais il faut bien aller à la racine, quoi. La racine du mal, c'est ça, hein, c'est notre obsession pour la performance. Et donc, ce que ça donne au niveau des écosystèmes, voilà, donc vous le savez bien, hein, parce que si vous êtes là, je pense que ce n'est pas par hasard. Les sujets qui nous occupent en ce moment, pénurie de ressources, dérèglement climatique, extermination de la biodiversité, j'ai évolué sur ma sémantique, et pollution globale. Alors, je ne vais pas vous faire un bilan circonstancié parce que certainement que vous avez déjà beaucoup entendu parler de ces sujets-là. J'aurais surtout insisté sur 3 points saillants sur ces sujets-là. Le premier, c'est qu'à peu près tout le monde est au courant de ces sujets-là. Maintenant, il y a quand même une acculturation générale. Voilà, on est au courant des sujets. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas les bons mots et qu'on n'a pas les bons ordres de grandeur. Donc maintenant, c'est là que ça se passe, le sujet, hein. Si on veut faire de la discussion, de la communication, c'est plus sur l'existence de ces problèmes, c'est sur leur qualification. Et donc, par exemple, on va parler de réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, ce n'est pas un problème. C'est que le réchauffement climatique, c'est un thermostat, on passe de 19 à 20 degrés. Si c'était juste ça le problème, il n'y aurait pas de problème. Non, le problème, c'est que c'est un dérèglement climatique. Quand on augmente de 1 degré, quand on augmente de 2 degrés, c'est l'écart-type qui augmente beaucoup plus. Et donc, ça fait des variations climatiques énormes, quoi, hein, des événements climatiques extrêmes qui sont beaucoup plus fréquents. En France, depuis 2000, la fréquence des événements climatiques extrêmes a été multipliée par un facteur 4,5. Depuis 2000, hein, par rapport à la période 1950-2000. Donc on est rentré, hein, dans ce monde très fluctuant. Donc ça, c'est un dérèglement climatique. D'ailleurs, les agriculteurs sont en première ligne, hein. L'éco-anxiété, hein, ce n'est pas le bobo parisien, hein, c'est l'agriculteur. Hein, c'est parce qu'eux, ils le voient en premier. Donc ça, les mots justes, quoi, hein. Donc voilà, réchauffement climatique, c'est un mot du passé. Non, maintenant, il faut parler de dérèglement climatique. Un autre mot du passé, hein, c'est érosion de la biodiversité. Alors, érosion de la biodiversité, ça donne l'impression que c'est vraiment juste quelques petites espèces par-ci, par-là qui disparaissent. Non, vous voyez, alors j'utilise le mot extermination, donc ça, je l'emprunte à Aurélien Barraud, parce que vous savez, on parle beaucoup de la 6e extinction des espèces, là, qui est en cours. Mais en fait, la dernière fois qu'il y a eu une extinction des espèces, donc la 5e extinction des espèces, c'était il y a 66 millions d'années, la disparition des dinosaures, hein, notamment. Il a fallu, alors la météorite est tombée, hein, et il a fallu 33 000 ans pour que les dinosaures disparaissent. 33 000 ans.
Ça, c'est une extinction brutale. Nous, on fait ça en 200 ans, hein, grosso modo, hein, enfin, l'ordre de grandeur. Hein. Donc, même le mot extinction est trop faible. C'est la première extermination. Ça, c'est ce que dit Aurélien Barraud. Donc, il faut quand même réaliser. Il faut vraiment utiliser les mots justes, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi les enjeux sont si hauts. Et les chiffres, hein, c'est pareil. Hein, les ordres de grandeur, là, je vous en donne un. Les dinosaures, 33 000 ans. Les insectes en Europe, en 30 ans, on a perdu 80% des insectes en masse, en 30 ans, en Europe. C'est 1000 fois plus rapide. D'où le passage d'extinction à extermination, et d'où les ordres de grandeur. Ce n'est pas une extinction habituelle. Dans les enregistrements géologiques, on n'a jamais vu une extermination si rapide. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc les mots justes, les ordres de grandeur. Deuxième point, sur ces 4 sujets-là, il y en a un qui domine un peu tous les discours, c'est le climat. Alors, je ne suis pas un négationniste du climat, hein, là aussi, hein, les climato-sceptiques, ça c'est un mot ancien, hein, on n'est pas sceptique hein, sur la question climatique, on est négationniste ou on ne l'est pas, hein, c'est comme on n'est pas un petit peu nazi, ouais, non, on est l'un ou l'autre. Quoi. Voilà, là je reprends Yann Barthès sur Quotidien. Mais voilà, donc le climat, alors oui, il y a du climat, il y a clairement un problème climatique, ça je ne vous apprends rien. Le problème c'est que ce sujet-là a écrasé tous les autres. Sauf que pour le climat, c'est l'endroit où on a le moins de levier. En fait, on n'a pas de levier pour changer le climat. C'est beaucoup trop global, enfin, la taille de l'atmosphère, etc. Hein. Donc, et puis, il y a un autre problème, c'est que le climat, si on pense qu'on a un levier, du coup, on va inventer des leviers. Donc, par exemple, la première usine de capture directe du CO2 en Islande. Énorme usine avec des gros ventilateurs qui font du charbon. Ces usines-là, enfin cette usine, ça c'est très 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 clairement contre-productif. Hein, ça utilise beaucoup d'énergie, des métaux, etc. Et surtout, ça permet à d'autres industries de continuer à émettre du CO2 parce qu'elles achètent des quotas carbone à cette usine, à cette industrie. Donc ça, là, on est vraiment dans l'effet rebond, dans la performance contre-productive, on est à fond là-dedans. Donc en fait, très souvent, quand on commence par le climat, on aggrave les 3 autres. Je peux vous prendre l'exemple de la batterie au lithium. Ça tique toutes les mauvaises cases, si je puis dire. Donc la batterie, si on l'a généralisé, hein, mais si on mettait des batteries au lithium vraiment partout, on aggraverait la pénurie de ressources, on aggraverait l'extermination de la biodiversité et on aggraverait les pollutions globales. Donc comment on prend le problème? Là aussi, il faut articuler, faut juste prendre un peu de recul et se rendre compte que notre performance fait une guerre à la vie. Je le dis un peu brutalement, hein, un peu comme Arthur Keller d'ailleurs, mais c'est ça qui se passe. Hein. On est en train de dézinguer la vie sur Terre. On parle beaucoup de terraformation sur Mars. Non, on est en train de faire de la marsoformation sur Terre. Hein. On est en train de créer des déserts. Hein. Donc, alors, la première chose à faire, ce n'est pas le climat, parce que là, on n'a pas de levier. Hein. Et heureusement qu'on n'a pas de levier. Hein. Imaginez si Poutine avait un levier pour le climat. Heureusement qu'on n'a pas de levier pour le climat. Donc en fait, le premier levier qu'on a, c'est la biodiversité, évidemment. Parce que si on est en train de dézinguer la vie, il faut commencer par la vie, par le vivant. Alors je suis biologiste, j'ai un conflit d'intérêt là, quelque part, mais là il se trouve que c'est quand même du bon sens. Quoi. Donc si on commence par la biodiversité, on peut le faire très facilement, même sans être impliqué dans des objets, dans des pratiques agricoles ou je ne sais pas quoi, juste sur son balcon, dans son jardin, donc s'il y en a agriculture dans ses champs. Si on commence à faire de l'agroécologie, de l'agroforesterie, de la permaculture, des jardins créoles dans les Caraïbes, du milpa au Mexique, il y a toute une zoologie de solutions. Et en fait, c'est extraordinaire parce que là, qu'est-ce qu'on fait là forcément, donc on va mettre beaucoup plus de matière organique dans les sols, évidemment, parce que la biodiversité, elle est aussi dans les sols. Donc, on va stocker du carbone. Donc là, on commence à régler le problème climatique. On va produire beaucoup plus de biomasse par mètre carré si on met des arbres au-dessus des cultures, évidemment. Donc il y aura beaucoup de biomasse qui va nourrir les écosystèmes, mais il y en aura en trop. Donc du coup, ça va nous répondre à la pénurie de ressources. On va remplacer le pétrole et les métaux par des matériaux biosourcés, biodégradables, compostables. Et puis le dernier point, c'est les pollutions globales. Si on commence à augmenter la biodiversité, alors on va stimuler la microflore, la microfaune des sols, et donc on va accélérer la dépollution des territoires. Donc en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on commence par la biodiversité, c'est positif pour les 3 autres. C'est notre levier le plus systémique, de très loin. Et en plus, c'est celui qui coûte le moins cher. C'est ça qui est dingue. Hein. Enfin, pour le dire rapidement, il faut juste semer des graines. Hein. Enfin, presque. Hein. Bon, il faut penser un peu les choses quand même, mais ce n'est pas très compliqué. Quoi. Ça ne demande pas des technologies démentielles. Si vous voulez lire un livre sur ce sujet-là, que je conseille beaucoup, c'est Pierre Gilbert, Géomimétisme.
C'est même le dernier, là, c'est les nouvelles, des nouvelles du géomimétisme, enfin le dernier chez Odile Jacob, il y a géomimétisme dans le titre. C'est un très bon livre parce qu'il liste un certain nombre de solutions qui sont toutes basées sur de la biodiversité pour résoudre la question du climat. Et là, on articule les choses. On commence par la biodiversité, ça résout le problème du climat. C'est vraiment dans ce sens-là. Enfin, faut vraiment un moment. En fait, le sujet actuellement, c'est plus de. Enfin, il y a les mots qui sont importants, mais maintenant, il faut les articuler entre eux. Il faut faire des phrases. Il faut faire de la syntaxe. Notre travail maintenant, c'est de faire de la syntaxe. Il faut articuler les concepts entre eux. Et le troisième point, c'est le monde fluctuant. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Quand je dis tout le monde, c'est tous les scientifiques sont d'accord pour dire que le monde dans lequel on entre est plus variable, est plus imprévisible, est plus incertain. Donc c'est le monde de la polycrise, le monde de la permacrise, le monde VUCA, le monde banni. Donc il y a des acronymes aussi pour dire ça. Ce que je disais pour Davos, la CIA, le GIEC, tout le monde est d'accord. Donc là, il y a un consensus scientifique mondial là-dessus. C'est qu'on quitte le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type et des valeurs aberrantes. Et donc, encore une fois, on est déjà rentré dedans. Je vous renvoie au Canada en 2021, l'Ouest canadien en 2021. L'été, normalement, il fait 35 degrés. Et ben, en 2021, il a fait 50 degrés. D'un seul coup, plus 15. Donc ça veut dire que les températures qu'on pensait en moyenne atteindre en 2100, ben, elles sont arrivées d'un seul coup en 2021. C'est ça, le monde fluctuant. Donc ça veut dire aussi que dans le monde fluctuant, le long terme n'existe plus. Parce que le long terme vient au présent. Vous voyez ce qu'on a prévu pour 2100, ça arrive comme ça d'un seul coup en 3 mois. Mais c'est pareil, en Belgique, Verviers, voilà, ils ont eu des inondations majeures. C'est ce qu'on prévoyait pour 2100, c'est arrivé en 2021, la même année. Alors, c'est surtout là-dessus que je voudrais insister. Ce monde fluctuant, en fait, il faut le prendre au sérieux parce que ça nous tombe dessus, ça va durer très longtemps, les fluctuations vont augmenter au XXIe siècle et on en prend pour au moins 2 ou 3 siècles. Donc c'est un monde fluctuant, on a tellement tout déréglé que ça va prendre beaucoup de temps avant d'arriver à un autre état stable. Donc là, on est dans un moment de grande fluctuation. Donc la première question à se poser dans ce monde-là, c'est comment habiter le monde fluctuant. En fait, si on est sérieux sur le fait scientifique, si on veut vraiment endosser le fait scientifique, il faut prendre le premier message que nous disent les scientifiques, c'est que le monde va fluctuer. Donc, c'est la première question à se poser. En fait, si on réfléchit bien, toutes les autres questions sont secondaires. Il va falloir vivre avec des fluctuations. Alors, comment on fait ? Voilà, tout simplement. Comment on fait ? Alors, vous voyez, je mets mon arbre là, parce que les arbres, les êtres vivants en général, ça fait des millions d'années qu'ils vivent avec des fluctuations très fortes, bien plus importantes que celles qu'on va vivre au XXIe siècle. Donc, comment ont-ils fait pour traverser ces fluctuations énormes ? C'est quoi le secret du vivant qui leur permet de vivre avec les fluctuations ? Alors, ça tient en un mot, et ce mot, c'est ce fameux mot de robustesse. Les êtres vivants sont robustes. Donc, un système robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc, stable malgré les fluctuations, c'est l'arbre dans le vent, voilà. Et viable malgré les fluctuations, c'est l'arbre qui est capable de passer des sécheresses estivales et des gelées hivernales, éventuellement la foudre, enfin des très grosses fluctuations. Vous voyez, le spectre est vraiment très très grand. Robustesse, ça vient de robur, Quercus robur, le chêne. Donc en fait, le chêne est une école de la robustesse, si vous voulez. Alors, les êtres vivants sont robustes. Alors en fait, si on réfléchit bien, si vous relisez ou si vous lisez Darwin, l'origine des espèces, avec ça en tête, vous allez voir qu'en fait, quand on lit Darwin, Darwin avait vu juste, en fait, contrairement à ce que nous, on a voulu lui faire dire. Il s'est beaucoup plus nuancé, son texte. En fait, ce qui est sélectionné au cours d'évolution, c'est la robustesse. Les êtres vivants qui ne sont pas robustes sont dézingués au cours de l'évolution. Alors, comment font-ils ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. La recette, là, ça dit juste, en fait, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Évidemment que dans un monde fluctuant, il faut être robuste. C'est la définition de la robustesse. Donc, comment font-ils ? C'est là où c'est quand même assez frappant. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Alors, c'est là où c'est assez vertigineux parce que, en fait, nous, les sociétés humaines, on est obsédés par la performance. On est dans un culte de la performance. On est dans une dérive sectaire de la performance. Je pèse tous mes mots. C'est vraiment un martien qui arriverait sur Terre et dire mais qu'est-ce qu'ils ont tous là, avec la performance ? Regardez les textes sur les sites web. La performance est toujours positif.
performance pédagogique, performance énergétique, c'est toujours positif. Alors qu'avec tout ce que je vous ai raconté, on pourrait quand même questionner ça. Bon. Alors voilà, donc on est à l'envers en fait, nous les humains, les sociétés humaines. Nous on est performants avant d'être robustes. Les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Donc c'est pas pour dire qu'il y a zéro performance chez les êtres vivants, hein. Bien sûr qu'il y a des moments de performance chez les êtres vivants. Et donc pendant très longtemps, hein, les biologistes aussi se sont fait avoir. Hein. Nous les biologistes, on a regardé les êtres vivants, on était dans le culte de la performance. Donc qu'est-ce qu'on a regardé? Qu'est-ce qu'on a extrait du vivant? La performance. L'hydrodynamisme de l'écaille de requin, voilà, ça c'est hyper performant. La crevette pistolet qui claque sa pince, ça fait monter l'eau à 4000 degrés instantanément, ça tue la proie, voilà, c'est un truc incroyable. Hein. Donc tout ça, des petits moments comme ça de performance, hein, la libellule qui peut se prendre 30 G. Je défie quiconque de se prendre 30 G dans cette salle. Hein. Donc c'est vraiment incroyable, hein. Donc il y a vraiment des moments de performance absolument dingues dans le vivant. Mais sauf que c'est des tout petits moments. C'est comme le pompier dans l'incendie, quoi. On a oublié de regarder tout le reste. Le requin, son métabolisme, il n'est pas très performant. Hein. C'est un peu, voilà, un peu la vieille de chevaux. Voilà, donc comment, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est très simple. Si vous regardez un être vivant dans l'ensemble, un réseau du vivant, donc un réseau de neurones, un réseau métabolique, un réseau physiologique, donc il faut tout prendre. Si vous prenez tout, ce qui vient en premier, ce sont des contre-performances. Inefficacité, hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement, erreur, imprécision. C'est ça qu'on voit en premier. Mais vraiment, ça crève les yeux. Hein. En fait, il faut juste regarder une mouche, le vol d'une mouche. Vous voyez. On voit bien que c'est pas très performant. Hein. Voilà, c'est un peu dans tous les sens. Mais même un arbre, hein, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, voilà, les arbres sont très redondants. Comptez le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons, ou le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Voilà, nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Donc il faut vraiment arrêter avec cette idée du vivant qui est sobre, voilà, qui est efficace, efficient. Non, c'est le vivant n'a pas d'objectif, ou il a trop d'objectifs qui sont tous en contradiction, et en plus il gâche énormément de ressources. Là on est à l'automne, regardez le nombre de feuilles que perdent les arbres. Alors au niveau individuel, mais c'est un gâchis énorme. Mais par contre, alors c'est circulaire évidemment, hein, donc ça va nourrir l'arbre, mais il n'y a qu'une toute petite partie de ce qui donne à l'environnement qui va nourrir l'arbre. Hein. Si vous voulez, c'est un peu, alors c'est dangereux comme analogie, mais c'est un peu comme l'impôt. Quand vous payez vos impôts, ça nourrit des infrastructures qui sont très lointaines, qui ne vont pas vous servir tout de suite, mais certainement que dans quelques années, ou indirectement, ou des gens de votre famille, ou indirectement, voilà, très très indirectement, ça vous sert aussi, quoi. Voilà, mais c'est très éloigné, quoi. Ça peut pas être performant. Hein. On va pas optimiser les dons. Oui, on donne, quoi. C'est ce que font les êtres vivants. Alors, je vais quand même vous donner. Donc ça, c'est voilà, juste la vision, mais je vais quand même vous donner mon exemple favori que j'utilise tout le temps, vraiment systématiquement, mais parce que pour moi, c'est l'exemple qui est le plus simple, parce que vous pouvez l'activer dans votre vie de tous les jours, ce truc-là. Voilà, ça c'est la température corporelle. Donc, vous savez, on est à 37 degrés. Et puis, si vous attrapez un virus, une bactérie, vous allez monter en température, hein, c'est la fièvre. Si on mesure l'activité de votre métabolisme ou l'activité de votre système immunitaire, on se rend compte qu'à 37 degrés, votre corps n'est pas très performant. En fait, c'est la veilleuse, quoi, si vous voulez. Ça marche, mais c'est pas exceptionnel. À 40 degrés, alors là, par contre, vous avez boosté votre système immunitaire. Donc en fait, la fièvre, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire que votre corps est en train de lutter contre un pathogène, naturellement, j'ai envie de dire. Et donc là, vous voyez où est le truc. Enfin, ça présente bien l'équilibre. C'est-à-dire qu'à 37 degrés, vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés. Hein, donc c'est ce qu'on pourrait appeler le mode dégradé. Nous, on appelle ça le mode dégradé parce qu'on est obnubilé par le maximum de performance. Hein, mais le mode dégradé, c'est le mode robuste. C'est juste le mode robuste. Donc on a gardé des marges de manœuvre, on en a gardé sous le capot, quoi, au cas où il y a une fluctuation. Et puis s'il y a une fluctuation, donc un pathogène, alors là on autorise la performance sur dérogation. Ouais, ça ne dure pas très longtemps non plus, hein, 40 degrés. Hein, 40 degrés, c'est 3 jours. 3 jours à 40 degrés en continu et après on meurt. Hein, donc on ne peut pas rester à 40 degrés. Donc on revient à 37 degrés. Et donc vous voyez, ça c'était le mode robuste, le mode dégradé donc robuste. Et ça c'est le mode performant donc fragile. Parce qu'à 40 degrés, si on se prend une surinfection, on a très peu de marge de manœuvre. Vous voyez le truc, hein? Et donc là, vous voyez bien que dans votre vie, vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés, robuste, et uniquement quelques jours dans votre vie, à 40 degrés, en performance.
Alors vous voyez, ça, cet exemple-là, vous pouvez l'appliquer au quotidien. Quand vous avez une décision stratégique à prendre, quand vous avez un choix, vous pouvez vous dire, est-ce que je suis à 37 degrés ou est-ce que je suis à 40 degrés? Vous allez voir, c'est très éclairant, hein, mais on se rend compte qu'on est très souvent à 40 degrés. Mais bon, là, par exemple, je suis un peu à 40 degrés. Alors allons-y. Donc, du coup, si on bascule du mode biologique, on va aller dans le monde social. Ben, en fait, ce petit message du vivant, hein, qui pour moi est un peu un cristal de biologie, ça. Hein. Enfin, s'il y a une seule chose à retenir dans la biologie, pour moi, c'est celle-là, hein, ce compromis performance-robustesse. En fait, le vivant l'incarne très bien, parce que c'est très facile à voir dans les êtres vivants qu'on voit autour de nous, mais aussi en nous. C'est en nous, c'est vraiment partout. Et ben, en fait, ça va nous éclairer pour habiter ce monde fluctuant, évidemment. Donc là, en fait, je vous montre une courbe là, qui est très simplifiée, évidemment, mais qui est une illustration, ou si vous voulez, une définition du progrès de l'humanité. Donc le progrès de l'humanité, on va dire que depuis 10 000 ans, hein, depuis qu'on a inventé l'agriculture, ça s'est fait progressivement, mais sédentarisation, domestication, les plantations, la colonisation, la mécanisation, la grande accélération depuis les années 50, bah, c'est grosso modo un progrès qui est guidé par des gains de performance. On a augmenté la performance des individus, des organisations, des technologies. C'est vraiment le compas. Bah, sauf qu'aujourd'hui, en 2025, hein, mais à vrai dire, Ivan Illich en parlait déjà dans les années 60, on est dans un moment où la performance devient contre-productive. Quand on augmente la performance, on menace la viabilité de l'humanité sur Terre. Donc c'est très clair, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Ça, c'est physiquement impossible. C'est que si on continue à augmenter les performances, hein, efficacité, efficience, on va se canaliser. D'ailleurs, le canal de Suez, hein, voilà, c'est vraiment littéralement, hein, on se canalise, justement au moment où le monde devient de plus en plus fluctuant. Alors ça, c'est vraiment la dernière chose à faire, hein, c'est suicidaire, hein, de se canaliser justement quand le monde change tout le temps. Donc évidemment, c'est quoi le futur du progrès? Bah, c'est tout simple, il faut changer d'axe. Donc dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, il faudra être plus robuste. Là, je ne fais que... C'est vraiment... je suis très radé pâquerette, hein, au sens presque littéral du terme. Hein. Dans un monde fluctuant, il faut être plus robuste. Pour être plus robuste, il faut trouver un nouveau compromis avec la performance. Il faut donner le primat à la robustesse sur la performance, comme la plupart des êtres vivants sur Terre. Alors, c'est un moment copernicien, parce que là, on est en train de quitter le néolithique. Le néolithique, hein, c'est quand les humains veulent contrôler la nature. Hein. Si on va au fond du sujet, hein, c'est l'agriculture, hein, c'est sécuriser la prise alimentaire. Hein. Et ben là, on se rend compte qu'on a perdu le contrôle. On a tellement tout déréglé que maintenant, notre milieu va tanguer beaucoup plus fort. C'est pas en construisant des digues plus hautes qu'on va résister aux fluctuations qui viennent. Hein. C'est ce que disait Denis Meadows. Nous nous préoccupons des changements globaux. Les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Donc, il va falloir vivre avec ces fluctuations. Donc, plutôt que de construire des digues, il faut plutôt être amphibie, si vous voulez. Ça serait ça l'idée, quoi. Et ben ça, c'est un bascule de la performance à la robustesse. Alors, comment on fait? Là, vous voyez, c'est très pragmatique, hein, ce que je vous raconte. Hein. Monde fluctuant appelle la robustesse appelle à mettre la performance en second et la robustesse en premier. Alors, comment on fait? En fait, comme souvent, hein, pour savoir comment habiter le monde, souvent, il faut juste l'observer. Là où je fais vraiment mon biologiste aussi. Donc là, mon fameux exemple des nuées d'oiseaux, qui est bien pratique parce que ça explique comment un système peut basculer, comment il peut changer. Vous voyez, ça c'est un système, hein, donc un ensemble d'oiseaux en interaction, des tourneaux. Hein, voilà. Et comment font-ils pour tourner, pour changer de direction, pour passer de droite à gauche, quoi. C'est très simple, hein, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. C'est les premiers à voir le prédateur, la bourrasque de vent, l'autre nuée d'oiseaux, enfin des fluctuations extérieures. Ils sont en première ligne. Donc ils voient les fluctuations, ils se synchronisent et ils vont contaminer le cœur du système. Les oiseaux qui sont au cœur du système sont aveugles aux fluctuations. Ils ne voient pas les fluctuations. Donc ça veut dire que ça commence toujours par la marge. Donc c'est dans une nuée d'oiseaux, c'est dans un banc de poissons et c'est aussi dans beaucoup d'organisations sociales. Hein. Vous pouvez faire le test, prenez des exemples autour de vous, vous allez voir, c'est souvent la marge qui contamine le cœur. Donc en fait, ça veut dire, ça c'est là où c'est assez joyeux, c'est que ça nous donne aussi, le vivant nous dit aussi où regarder pour voir le monde robuste qui vient. Le monde robuste qui vient, il ne se situe pas chez Total, Exxon, Shell, McKinsey, la Commission européenne, hein, tout ça, c'est le cœur faisandé
de la performance. On a encore la concurrence libre et non faussée, par exemple. Voilà, ça c'est un vieux dogme thatchérien qui n'a plus aucun sens dans un monde fluctuant. Donc qu'est-ce qu'on voit aux marges? Aux marges, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des collectifs de citoyens, des entreprises, des associations, des territoires qui sont déjà soumis à des fortes fluctuations. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des solutions robustes. Et donc ce qui est incroyable, c'est que le monde robuste, ce n'est pas un projet du futur, il est déjà là. Il est là autour de nous. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir parce qu'on est encore dans le culte de la performance. Vous voyez, c'est vraiment ce qui nous arrive, c'est culturel. Le blocage, il n'est pas financier, il n'est pas technique, il est culturel, au premier ordre. Il faut qu'on voit ce monde robuste. Alors, du coup, je vais mettre les lentilles, les lunettes pour voir ce monde robuste, et c'est incroyable. En fait, ce qui est fou quand on a compris qu'on était en train de basculer vers la robustesse, c'est que dans ce monde robuste, l'impossible devient possible. En fait, l'impossible reste impossible quand on reste dans le culte de la performance. Parce que dans le culte de la performance, il n'y a qu'une solution, rester sur les rails de la performance. Et en effet, ça ne marche pas, puisque la performance devient contre-productive. Quand on s'autorise à dérailler, et je dis bien dérailler, parce que c'est le mot juste, il faut sortir des rails, et bien là, d'un seul coup, plein d'autres solutions émergent, et là, l'impossible devient possible. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, ce n'est pas de la terre crue, mais presque. Ça, c'est une solution pour reverdir le désert. Donc, si je voulais reverdir le désert en mode performant, je dessalerais de l'eau de mer, j'arroserais mon désert, et très rapidement, j'aurais remis de la verdure dans le désert. Ça va très vite, mais c'est très fragile, parce que ça dépend du prix du pétrole, ça dépend de la géopolitique mondiale, ça dépend d'un tuyau d'arrosage qu'on peut me couper. Si je n'arrose plus le désert, ça rebascule en désert aussi très rapidement. Donc, c'est très performant, mais très fragile. Enfin, j'aurais dire très performant, donc très fragile. Alors, c'est quoi une solution robuste? Une solution robuste, c'est la méthode des demi-lunes. Donc, vous faites des petites dunes là, de quelques mètres d'envergure, 50 cm de haut. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous transformez le sable en eau. L'impossible devient possible. C'est que quand on fait ça, en fait, on a fait des petites dunes, l'eau va se condenser tous les matins. Et là, vous allez attirer l'eau atmosphérique sur le sol. Et donc, vous allez reverdir le désert sans besoin de dessaler de l'eau de mer, sans besoin même de citoyens. C'est que les citoyens, au départ, font les dunes et après, ça se maintient tout seul. Ça, c'est robuste. C'est stable et viable malgré les fluctuations. Alors, c'est plus lent, évidemment, c'est moins performant. Il y a toujours un coût, c'est toujours ce compromis performance-robustesse. C'est plus lent, mais c'est plus robuste. J'ai presque envie de dire, c'est plus lent, donc c'est plus robuste. Bon, vous voyez, ça marche très bien, des milliers d'hectares qui ont été revégétalisés par cette méthode. Alors, un autre exemple que je cite aussi beaucoup, c'est l'inverse, là, c'est pour l'eau. Donc ici, là, vous avez l'image de beaucoup de nos territoires en Europe, où dans les années 50-60, on a remembré. Donc on a enlevé les haies, on a canalisé les rivières, augmenté les surfaces agricoles, stratégie de performance. C'est une rationalité de la performance dans le paysage. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors ça a bien marché au début, on a augmenté les rendements, etc. Donc voilà, une population qui grandissait, qu'il fallait nourrir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un commun négatif. C'est-à-dire qu'on hérite de rivières canalisées. Et donc quand il pleut beaucoup, justement, dans un monde fluctuant, on peut avoir des très grosses averses. Et cette rivière, qui est une autoroute à eau, va envoyer l'eau très rapidement dans la ville voisine et ça va l'inonder. Optimiser, fragilise. Ça marche à tous les coups. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ont fait les citoyens de Saint-Martin-d'Auxigny, donc c'est vers Bourges, dans le centre de la France? En fait, ils ont retracé la rivière, vous voyez, ils ont reméandré leur rivière. Et cette rivière, elle prend plus de place, c'est un peu plus erratique, elle déborde aussi, voilà. Mais quand il pleut beaucoup, elle déborde dans la parcelle, elle n'inonde plus la ville. Donc on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Ça, c'est typiquement une stratégie, on a donné le primat à la robustesse sur la performance. Et oui, c'est aux marges. C'est dans le monde rural. Sauf que ça, on en parle au journal de France 2 à 20h, donc en prime time. Donc ça veut dire que les marges sont en train de contaminer le cœur. Sous nos yeux. Dès que vous mettez les lunettes, robustesse performance, vous allez en voir partout de ça. C'est ça qui est incroyable. Mais par contre, il faut les avoir, les lunettes. Faut le voir. Alors, dans l'agriculture, c'est pareil. Comment on fait pour lutter contre les maladies? Alors, il faut juste réaliser que la monoculture attire les pathogènes. Voilà. Alors quand je dis ça d'ailleurs, c'est pas que dans l'agriculture. La monoculture numérique, par exemple, quand on a un logiciel dominant, les cyberattaques
elles vont sur ce logiciel-là. Hein. Ben voilà, je ne fais pas un dessin. Donc la monoculture attire le pathogène. Donc comment on fait pour ne pas attirer le pathogène? On crée les conditions dans lesquelles le pathogène ne vient pas, et ben on diversifie. Donc c'est notamment tout ce qu'on voit en agriculture bio, en agroécologie, en permaculture, etc. Et donc là, je vous donne juste l'exemple des mélanges variétaux. Donc ça, c'est pour le blé. Au lieu de semer une seule variété de blé et de viser le rendement maximal, on va viser le rendement stable. Donc ce sera un rendement un peu moindre, mais qui sera stable d'une année sur l'autre, parce que là, on a semé une vingtaine de variétés de blé en mélange. Donc vous voyez, ça a basculé. Hein. En 2010, c'était 5% des surfaces cultivées en France qui faisaient du mélange variétal. Et en 2020, ça s'étale, quoi. Ça va jusqu'à 40%. Les paysans ne sont pas idiots, hein. Évidemment que ça marche. Et à vrai dire, c'est même plus fort que ça. C'est qu'aujourd'hui, un petit paysan qui a une petite parcelle ne peut plus démarrer en agriculture intensive. C'est trop cher, tout simplement. Donc c'est même plus possible. Donc là, en fait, ce qui reste dans l'agriculture intensive, c'est ceux qui ont des très grosses propriétés, qui sont encore un peu dans le monde d'avant, mais ça ne va pas durer très longtemps non plus. Hein. Donc en fait, voilà, les pionniers sont à la marge et ils sont en train de contaminer le cœur. Vous avez un autre exemple avec le tout réparable. Le tout réparable, c'est en train de se développer très fort. Hein. Il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Hein, et c'était à peu près tout. Hein. Il y avait du réparable aussi en agriculture, mais c'était à peu près tout. Aujourd'hui, il y a des vêtements réparables. Hein. Royal Maire, c'est des pulls garantis à vie, par exemple. Des vélos, des voitures, de l'électronique, les ordinateurs framework, les Fairphone, toute une galaxie d'objets réparables. En fait, quand vous faites des objets réparables, ils ne sont pas sobres à la fabrication. Donc vous ne commencez pas par la sobriété. Vous faites des objets qui ne sont pas très efficients, hein, voilà, ils sont gros, quoi. C'est des gros boulons, etc. Mais vu qu'ils sont réparables, ils vont pouvoir durer, on va pouvoir les transmettre, et ça va générer de la sobriété. Toujours pareil, on articule, on commence par le réparable, ça génère de la sobriété. Mais en fait, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est robuste? En fait, ici, là, cette bascule vers le réparable, c'est pas par vertu sociale ou écologique, hein, c'est du pragmatisme économique. Il suffit que la Chine ferme sa frontière et évidemment qu'il faudra faire du réparable partout, partout, partout. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les terres rares, hein, 0,1% de tarifs sur les terres rares et c'était la panique, hein, 0,1%. Donc à quel point on est fragile hein, quand même. Hein, alors les semi-conducteurs taïwanais, etc. Tout ça, c'est de l'optimisation qui fragilise. Voilà, comment on répond en faisant de la réparabilité territoriale. Là, vous avez l'exemple des véhicules intermédiaires. J'aime bien cet exemple-là, parce que ça, c'est des petits véhicules pour le monde rural. Donc c'est entre un vélo et une voiture, des objets, des véhicules qui sont réparables, interopérables, qui redonnent du sens à ce que c'est qu'un garagiste. Parce qu'il va vraiment réparer une voiture, hein, il ne va pas juste mettre une plaquette d'électronique. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est un appel à commun. C'est que l'ADEME qui fait ça, donc l'agence de l'énergie en France, son appel à projet, ce n'est pas un appel à projet compétitif, c'est un appel à commun. Donc ça veut dire que toutes les entreprises qui participent à ce projet-là s'engagent à partager toutes leurs innovations. Donc ce n'est plus la concurrence libre et non faussée. Le moteur de l'innovation, ce n'est pas le concurrent, c'est le monde fluctuant. Vous voyez, c'est tout ça, on est en train de le vivre sous nos yeux, hein, et il y a plein d'autres exemples comme ça. Alors, il y a un mot, évidemment, qu'il faut dire sur la tech, parce que ça ne vous a pas échappé que l'IA, le numérique, les robots, les drones, tout ça, là, donc on est dans un monde très tech, hein. Alors, comment on articule ce monde de la tech avec le monde de la robustesse qui est déjà là et donc qui va s'épanouir? Comment ça marche? Alors, là, toujours pareil, hein, c'est un problème culturel d'abord, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème culturel, notre rapport à la technique. En fait, il faut réaliser que, en fait, on a été victime d'un hold-up au XXe siècle. Le hold-up du XXe siècle, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance est technophile. Si vous regardez la Silicon Valley, on a l'impression que vraiment c'est la Mecque de la technophilie, hein, la Silicon Valley. Eh bien non, en fait, il faut juste prendre une seconde de plus pour se rendre compte que le monde de la performance est profondément technophobe. Parce que quand on fait des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. Ça, c'est technophobe. Et en plus, c'est des technologies qui sont très complexes, qui éloignent les citoyens de la technologie. Donc c'est le fameux smartphone que personne ne peut réparer. Voilà, ça c'est technophobe, hein, c'est des technologies aliénantes. Là je fais encore du Ivan Illich dans le texte. Donc ça c'est le monde de la performance, c'est un monde technophobe.
Si on est dans le monde de la robustesse, qu'est-ce qu'on va demander aux technologies? On va surtout leur demander d'être diverses. Ce qu'on veut stimuler, c'est la technodiversité. Il ne faut pas ajouter à l'effondrement de la biodiversité un effondrement de la technodiversité, parce qu'évidemment que c'est fragile. Donc on va stimuler la technodiversité. Donc ça veut dire que si on a des nouvelles technologies qui sont très robustes, évidemment qu'on les prend. Hein. L'impression 3D, si ça permet de tout réparer à vie, on garde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on arrête de faire des maisons en terre crue. On garde aussi, parce que c'est une autre solution robuste. Donc en fait, on ne veut pas la meilleure solution, on veut un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Voilà, on veut une technodiversité. Et en plus, on veut que les citoyens mettent les mains à la pâte. On veut que les citoyens soient capables de réparer, d'adapter, de faire évoluer les technologies dans leur territoire. Donc ça, c'est doublement technophile. Le monde de la robustesse est réellement technophile. Donc il ne faut pas se faire avoir. Hein. Vous voyez à quel point on est dans un culte de la performance. Enfin, vous voyez la dérive sectaire où elle est là quand même. C'est vraiment un truc... on est dans un monde à l'envers. Donc dans un monde à l'envers, il faut tout inverser, hein, évidemment. Alors voilà, donc on arrive à ce moment-là où on est dans un moment de bascule. On a été dans la performance, on a été trop loin dans la performance. On en a beaucoup appris aussi dans ce monde de la performance. On a appris plein de trucs, mais il ne faut pas continuer, quoi. Donc en fait, on est en train de tout inverser. Voilà, on a été très très performant pendant très longtemps, quitte à tout détruire sur notre passage, et on a passé la robustesse au second plan. Là, maintenant que ça va tanguer très fort, il va plutôt falloir donner le primat à la robustesse, et la performance, ce sera des moments de performance dans des temps courts particuliers, quoi. Toujours pareil, hein, le pompier dans l'incendie, quoi. Alors comment on fait d'un point de vue plus pratique? Comment, pour terminer, parce que je vois que je suis un peu long, je vais vous donner quelques clés pour avancer sur ce sujet-là. Parce que je vois quand même qu'on a une petite discussion après. Alors la première chose, c'est regarder autour de vous. Regardez autour de vous, mettez vos lunettes robustesse et vous allez voir que dans vos territoires, vous allez trouver énormément de projets au service de la robustesse du territoire et qui sont robustes pour eux-mêmes, les deux. Hein. Et vous allez en trouver plein. Mais souvent, c'est des projets qui ne revendiquent pas le fait que ces projets ne sont pas performants. C'est pour ça qu'ils sont un peu timides, quoi, un peu sous le radar. En fait, ils sont là. Et ça aussi, c'est très joyeux, c'est de se dire que dans le territoire, ce n'est pas une page blanche. Donc là, il y a plein d'exemples. Hein, voilà. Bon, je ne vais peut-être pas trop insister, mais regardez autour de vous, il y a vraiment énormément de projets comme ça. Un deuxième outil, c'est le stress test. Le stress test, c'est vous prenez votre organisation, donc ça peut être votre famille, hein, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, et vous la secouez, alors virtuellement évidemment, hein, mais vous la secouez, donc vous prenez un des paramètres et vous faites jouer un des paramètres. Donc par exemple, l'année prochaine, le pétrole est 2 fois plus cher. Qu'est-ce que ça change à mes activités? Qu'est-ce que ça change à ma vie, à mon organisation? L'année prochaine, il n'y a plus Internet pendant 6 mois sur toute la planète. Qu'est-ce que ça change, quoi? Vous allez voir, si vous le faites sérieusement, vous allez augmenter les marges de manœuvre. Vous allez mettre des doublons, vous allez trouver d'autres solutions. Ça, ce sera des non-performances qui seront au service de la robustesse. Et donc le stress test, c'est très pratique parce que ça permet de s'acculturer au monde fluctuant. On n'a aucune raison de développer de la robustesse si on ne voit pas le monde fluctuant. Si on pense que le monde est stable, on fait de la performance. Hein. Si on a compris que le monde était instable, on fait de la robustesse. Mais le seul truc, c'est qu'il faut comprendre qu'on est rentré dans le monde fluctuant. Et donc le stress test, c'est une façon de le faire. Et donc là, je vous partage Tumult. C'est un jeu qui a été développé par la métropole de Lyon et qui est un stress test à destination des entreprises. Et donc ce qui me plaît bien là-dedans, c'est non seulement qu'il existe, le jeu, mais surtout que c'est une métropole qui le met en place. Et ça, c'est assez frappant. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les métropoles, les régions, les cantons même voulaient attirer plus d'entreprises. Stratégie de performance, le toujours plus. Quand on fait ça, on se rend compte que ça fait beaucoup de casse sociale, des pollutions, il y a beaucoup de choses à gérer après. Aujourd'hui, donc par exemple la métropole de Lyon, mais il y en a d'autres, Bordeaux c'est pareil, ne veulent plus attirer de nouvelles entreprises. Elles veulent renforcer les entreprises du territoire. Et on a basculé de la performance à la robustesse. Oui, dès que vous mettez les lunettes, vous la voyez partout. Hein. C'est vraiment... après, c'est un peu une déformation professionnelle, mais... Alors, une autre clé, construire sur les fluctuations. Je vais vous partager l'exemple d'Arnaud Créteau, donc un boulanger qui utilise un four solaire à Rouen. Donc à Rouen, un endroit où il n'y a pas toujours du soleil. Donc, ce qui peut paraître un peu suicidaire pour un boulanger de faire du pain dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil et avec un four solaire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? En fait, il a dû déconstruire ce que c'est qu'une boulangerie. C'est ça la solution, en fait. Ce n'est pas une solution technique, de nouveau, c'est une solution culturelle. Il faut réaliser qu'une boulangerie, quand on est boulanger, on n'est pas condamné
à faire son pain la nuit pour vendre une baguette le matin. On peut très bien tout réinventer. Et donc là, lui, vu qu'il a un four solaire, il cuit son pain le jour. Et puis, surtout, vu qu'il n'est pas sûr d'avoir du soleil tous les jours, il fait du pain qui doit se conserver 7 jours. Donc, il ne fait pas des baguettes. Donc, il utilise du levain de boulanger qui est moins performant, qui, au lieu de mettre 1h30 à faire monter la pâte, ça met 5 heures à monter la pâte. Mais cette pâte qui met longtemps à monter, ça fait du pain qui se conserve plus longtemps. Et du coup, il n'a plus besoin de pétrir la pâte. Parce qu'en 5 heures, le gluten a le temps de se rencontrer, il ne pétrit pas sa pâte. C'est un boulanger qui ne pétrit pas sa pâte. Là, vous avez un nouveau type de boulangerie. C'est une nouvelle culture de la boulangerie qui est adaptée à un monde fluctuant. Ça, c'est certainement la boulangerie la plus robuste de France. Il ne peut rien lui arriver, lui. Son énergie est gratuite. Et c'est le premier critère de fragilité pour une boulangerie, le prix de l'énergie. Là, c'est gratuit. Et tout son modèle économique est basé sur un monde fluctuant. Donc là, il ne peut vraiment rien lui arriver. Et en plus, vous voyez, il diversifie, il torréfie des graines. Donc lui, il est en train de décarboner la filière du café. C'est qu'en fait, vous savez que pour décarboner le café, alors on peut mettre du café sur des bateaux à voile. C'est sympathique, mais c'est quand même très petit bras. C'est une toute petite décarbonation. Non, pour décarboner la filière du café, il faut juste torréfier autre chose que du café. 15% du café italien, c'est de l'orge torréfiée. Oui, là où c'est culturel, les goûts vont changer, évidemment. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans le monde dans lequel on est, c'est qu'on est en train d'inventer des nouvelles traditions. En fait, on est en train de devenir des bons ancêtres. Alors, voilà, les parents pour le climat, les grands-parents pour le climat. C'est ça, être des bons ancêtres. Être des bons ancêtres, c'est inventer des nouvelles traditions qui sont alignées avec le monde fluctuant. Là, vous avez un exemple. Et donc, vous voyez, ils ont créé une agence, TELED, qui accompagne les entreprises à revoir leur modèle sur les fluctuations. En fait, à intégrer la culture de la variabilité. C'est ça le levier pour faire de la robustesse. Alors, je vais juste vous donner un petit dernier exemple. C'est sur la posture, parce que la robustesse, ce n'est pas seulement des objets, des organisations, c'est aussi une posture individuelle. Quand on est dans la performance, le décideur, c'est plutôt un meneur qui va dire « je veux, je sais comment faire ». Alors, en France, on n'est pas mauvais pour ça. On a quelques très beaux exemples. C'est très napoléonien, si vous voulez, mais même il y a des Napoléons contemporains, on va dire, comme ça. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Dans un monde qui est très stable, abondant en ressources, le dictateur éclairé finit toujours par se planter. Ça, on le sait bien, l'éclairage est un peu intermittent quand même. Donc ça se plante, mais c'est pas très grave parce que vu qu'il y a abondance de ressources, le filet de sécurité, c'est l'abondance de ressources. Dans un monde qui est instable, en pénurie chronique de ressources, alors le décideur ne peut plus être un dictateur éclairé. Il ne peut plus être un meneur. Il faut que ce soit un facilitateur, une facilitatrice qui dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». C'est le contraire. Quand on dit « je veux », on exclut tout le monde. Quand on dit « j'ai envie », on inclut tout le monde. Et quand on dit « je ne sais pas comment faire », c'est une posture d'humilité. Ça veut dire qu'en fait, on laisse émerger quelque chose. Ça, c'est descendant. Ça, c'est émergent. On crée des communautés apprenantes, on fait monter des choses, on crée des cercles de coopération. Alors, juste pour quasiment terminer, plein d'organisations s'embarquent dans la robustesse, l'intègrent dans leur vision stratégique. Donc des entreprises, des associations, des territoires, des hôpitaux, des journaux, Médor, là, en Belgique, des vignerons, voilà. Mais c'est aussi la Fondation de France qui le met dans sa vision stratégique, toute la région Wallonie-Bruxelles. L'administration a décidé de mettre pour sa vision stratégique 2030 un mot, et ce mot c'est robustesse. Donc il y a plein de territoires écoles. Donc c'est ça aussi qui est joyeux, c'est que vous avez plein d'exemples de robustesse dans vos territoires, mais entre territoires, on va pouvoir faire un archipel de projets robustes. En fait, c'est déjà là. Il faut juste maintenant le synchroniser. En fait, c'est presque une idée. Maintenant qu'on a des communs, maintenant il faut faire les communs des communs. Vous voyez, dans l'archipel, il va falloir se concentrer sur l'océan. Les îlots, là, on commence à avoir des beaux îlots de robustesse. Maintenant, il faut se concentrer sur l'océan. C'est ça qui fait vraiment l'archipel. Voilà, je dis peut-être un peu trop rapidement. Mais et donc, si j'ai un conseil pratique, comment monter dans la robustesse, comment prendre ce train de la robustesse, comment accélérer cette transition, le plus simple, ce n'est pas d'inviter un expert qui va vous parler de robustesse, parce que ça, c'est toujours descendant. On ne se l'approprie pas, parce que c'est un peu une béquille. Si on a besoin de l'expert, c'est une béquille, donc c'est fragile. Non, c'est plutôt, vous prenez dans votre organisation, quelle qu'elle soit, un territoire, une association, une entreprise, 5 ou 6 personnes qui ont des projets et qui veulent les enrobuster, ces projets. Plutôt qu'ils le fassent chacun dans leur silo, vous les mettez ensemble, ou ils se mettent ensemble, et là, ils vont partager sur leur projet, ils vont travailler la notion de robustesse, et là, en fait, vous avez créé une communauté apprenante de la robustesse qui est capable de coopérer,
qui maîtrise le sujet et qui va explorer. Bah ça, dans un monde fluctuant, ce sera vraiment, c'est un peu les pompiers de la robustesse, si vous voulez. Hein. Là, quand il y a une crise, c'est eux qu'on va aller voir, quoi. Et donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a Gatien Bataille et Laurent Marceau qui ont créé une plateforme, larobustesse.org, avec plein d'outils, des jeux, des écrits, des incontournables. Il y aura bientôt une fresque de la robustesse, il y aura des vidéos, enfin tout un champ. Il y a des cafés robustes une fois par mois, enfin voilà, plein de choses. Donc vous pouvez faire un tour, larobustesse.org, il y a plein de choses. Mais à vrai dire, il y a plein d'autres choses aussi. Hein. Mais celui-là, c'est l'intérêt, c'est que c'est en Creative Commons, accès libre complet, donc vous pouvez y aller, quoi. Voilà, je termine avec les bouquins. Donc, ça a été mentionné. Le petit tract Gallimard, si vous voulez voir un résumé en 60 pages, bon, c'est que des punchlines en même temps, hein, mais ça donne un peu l'idée générale. C'est un texte d'intervention. Et puis, si vous voulez creuser un peu plus en détail, c'est les 3 chez Odile Jacob, où là, c'est un peu plus long, avec des références, etc. Il y a un MOOC Sator, donc ça, c'est 20 fois une demi-heure, un cours en ligne. Sator, c'est une super plateforme, hein, avec plein de cours sur l'eau, la comptabilité, l'amour, la résilience territoriale. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Donc là, vous pouvez y aller. Et puis, il y a l'Institut Michel Serres aussi qui a des ressources. Et ben, je vous remercie et on va passer aux questions. Merci de votre écoute. Et merci. Pour les questions-réponses, je vous propose un petit exercice un peu différent. Dans l'esprit de la robustesse, c'est plutôt que quelques personnes posent des questions et que je réponde, je vous propose de prendre 2-3 minutes pour discuter avec votre voisin ou vos voisins pour voir quelles questions vous voulez poser, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine. Voilà. Je vous laisse discuter pendant 2-3 minutes et après, on fait un petit dialogue.
Ok, désolé de vous d'interrompre toutes ces discussions. C'est chouette de voir l'amphi comme un organisme vivant qui papote. Mais je vous propose, pour que l'apéro ne soit pas trop tard, qu'on démarre la discussion. Donc, qui veut poser une question? Ajouter une question à la discussion. Il y a un micro qui va circuler. Si je vous ai bien compris, vous parlez des marges. Est-ce donc que vous pensez que l'action citoyenne sera capable de nous offrir un futur viable et vivable envers et contre la politique? Alors, non, il faut je ne veux pas dépolitiser le discours. Hein. On n'est pas des flocons de neige dans une avalanche. C'est quand même, on est des êtres humains, on a des consciences, et donc à un moment, il faut quand même politiser le débat. C'est inéluctable. Hein. La bascule de la performance à la robustesse, pour moi, c'est inéluctable, parce que c'est presque du darwinisme, presque ras des pâquerettes. Le monde va devenir de plus en plus fluctuant, donc il faudra être plus robuste. Enfin, je ne vais pas vous refaire la conf. Le problème, c'est que si on laisse faire, il y aura beaucoup de casse. Et à vrai dire, il y a déjà beaucoup de casse. Donc l'enjeu politique, c'est d'accompagner ce basculement et donc de le faire avec le moins de casse possible. Donc comment on peut faire? Alors ce que je vois moi dans les politiques, c'est que notamment les politiques territoriaux, donc ceux qui sont aux marges, en général, sont beaucoup plus au courant des fluctuations de leur territoire et sont en fait beaucoup plus novateurs sur les projets. Enfin, là, je prends l'exemple de la France. Les politiques territoriaux, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent dans les territoires. Par contre, le cœur du système, le gouvernement, le Parlement, là, chez nous, si vous suivez ça un peu à distance, c'est un peu une catastrophe hein, quand même. Hein. Là, c'est le monde d'avant qui s'obstine à aller en arrière. Hein. La loi du plomb, tout ça, c'est vraiment assez incroyable. Donc là, il n'y a pas grand-chose à en tirer. C'est malheureux, mais aujourd'hui, le politique national, supranational est un frein à la transition. C'est que c'est même pas neutre, c'est un frein. Ça nous empêche de basculer. Donc ça, c'est très négatif. Alors, comment on peut espérer que ça puisse basculer? En fait, il y a un moment où les collectifs de citoyens, les territoires, donc les politiques territoriaux qui commencent à inventer des projets robustes, vont ringardiser le cœur du système. Et j'aime bien utiliser ce mot de ringardiser, parce que ça veut dire que c'est de la non-violence. C'est que ce n'est pas de la lutte contre le cœur, c'est en fait la preuve de principe périphérique qui encercle le cœur et qui le ringardise. En France, on a eu un exemple typique, hein, donc Gabriel Attal, hein, notre ancien Premier ministre, hein, qui a voté la loi du plomb, donc une loi qui remet des pesticides dans le mix de l'agriculture. Après, il y a eu une pétition en France, 2 millions de personnes qui l'ont signée contre la loi du plomb. Gabriel Attal, on voyait bien qu'il était un peu gêné d'avoir voté la loi. Donc en fait, il s'est ringardisé. Le problème, c'est qu'il a voté la loi, donc ça va le suivre toute sa vie. Ça. Et vu qu'il est jeune, en plus, toute sa carrière politique, il aura ce scandale-là attaché à ses baskets. Quoi. Donc en fait, pour moi, c'est ça qui se passe. Alors le scénario le plus vertueux, c'est quand il y a les territoires qui sont en train de basculer dans la robustesse, donc ce qui est en train de se passer, et quand on a quelques personnes qui ont le bras un peu long, qui sont un peu haut placées, qui ont une vision des choses et qui commencent à pas seulement mettre en place des projets robustes, mais à en parler. Alors, il y a quelques exemples comme ça. Alors, je vous prends l'exemple de Alexandre Fayolle, par exemple. Alexandre Fayolle, c'est le PDG de Advance. Donc, c'est une boîte plutôt techno. Mais Alexandre Fayolle, il a découvert qu'il avait un cancer incurable, il y a 15 ans. Quand il a eu cette nouvelle-là, il a revu complètement sa vision du monde. Il a vécu une fluctuation quelque part. Et maintenant, il écrit sur la vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, hein, c'est l'autre face de la robustesse, hein, finalement. Hein. La vulnérabilité, hein, c'est pour les êtres vivants qui se soignent. La fragilité, c'est pour les objets qui se cassent. Donc la vulnérabilité, c'est vraiment l'autre face de la robustesse. C'est reconnaître ses vulnérabilités, c'est comme ça qu'on construit de la robustesse. Voilà, un PDG comme ça, là, il en parle, il a même mis des bateaux sur le Vendée Globe vulnérables. Voilà, donc il communique là-dessus, quoi. Donc là, il l'embrasse. Et puis, je prends un autre exemple, c'est mon employeur, l'INRAE. Donc l'INRA, hein, l'Institut national de la recherche agronomique, ça a été un acteur de l'agriculture intensive en France. Hein, les pesticides, les engrais, tout ça, les hauts rendements. Depuis 10-20 ans, mais plutôt on va dire 10 ans surtout, le nouveau PDG a complètement acté que le futur de l'agriculture, c'était l'agroécologie.
Et donc maintenant, c'est écrit dans le programme INRAE 2030, INRAE 2035, c'est l'agroécologie dans tous les tournants. Et donc ce qui se passe, c'est que des chercheurs qui faisaient de l'agroécologie dans les années 80, qui ne disaient pas trop qu'ils faisaient de l'agroécologie, parce que ce n'était pas dans la ligne du parti, donc ils étaient un peu inhibés, ben là, ils sont désinhibés. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le cœur du système peut avoir un rôle de catalyseur. Alors, il ne faut pas rêver, hein, ce ne sera pas tout le monde, mais là, c'est une place de choix. Parce qu'en fait, si on veut rentrer dans l'histoire, aujourd'hui, c'est très simple. C'est vraiment, ça n'a jamais été aussi simple. Hein. Et inversement, donc on voit ceux qui refusent de rentrer dans l'histoire. Si je prends l'exemple d'Emmanuel Macron, hein, la Convention citoyenne pour le climat, ça, c'était de la robustesse, hein, donc qui était inspiré du G1000 belge, hein, et des approches participatives que vous avez en Suisse aussi. Hein. Enfin, donc tout ça, voilà, encore une fois, hein, il y en a partout, la robustesse. Cette convention de citoyenne pour le climat, c'était un vrai succès. 150 citoyens qui font des propositions plus ambitieuses que ce qu'auraient fait les députés, plus légitimes que ce qu'auraient fait des experts. Voilà, ça c'est de la robustesse. Le pouvoir a décidé d'en appliquer que 20%, voire moins. Là, c'est le pouvoir qui refuse de rentrer dans l'histoire. C'est ça qui est dingue, hein. Alors que là, c'était vraiment un boulevard. Ils avaient juste à accepter toutes les propositions. Hein. C'était pas très compliqué quand même. Voilà, donc on peut attendre du cœur quand même. Faut pas que je sois trop long, mais voilà, il y a un peu des deux. Donc il faut bien politiser le sujet, mais c'est comment on fait ce basculement. Voilà. Et donc ça veut, enfin juste pour finir, il ne faut pas que je sois trop long. J'ai des réponses trop longues. Mais ça veut dire que quand on est en position de décision, quand on est un décideur, quand on est un dirigeant, il faut bien comprendre que même si dans sa tête c'est très clair qu'on va basculer vers la robustesse, ce n'est pas clair pour ses collaborateurs, c'est pas clair pour les clients, c'est pas clair pour les fournisseurs, donc il faut en parler matin, midi et soir. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on fait une déprise sectaire. Hein. Il faut vraiment, voilà, un peu tout le temps. Autre question? Il y avait plein de discussions. Hein. À l'autre bout, bien sûr. Il y en a une là, sinon. Vous dites que ça passe beaucoup par la culture, hein, le changement de monde. Ouais. Et qu'est-ce que vous connaissez comme moyen pour changer la culture, changer la tête de nous tous et toutes? Alors, je vais prendre même mon exemple à moi. Hein. Moi, je travaillais sur la robustesse en biologie végétale dans mon laboratoire, enfin en équipe, hein, évidemment, c'est toujours un travail d'équipe, ces trucs-là. Et puis, j'avais aussi de l'éco-anxiété. Et je voyais bien que le monde était fluctuant, mais je n'avais pas rapproché mon projet de recherche sur la robustesse végétale avec mon éco-anxiété. Qui m'a aidé à rapprocher les deux? Ce sont des artistes. Donc là, on est dans la culture au sens presque littéral du terme. À une conférence à Berlin sur l'Anthropocène, il y avait un tiers de société civile, un tiers d'artistes, un tiers d'académiques. C'est les artistes qui m'ont dit, mais là, tu sais que tu as un parallèle. En fait, j'ai eu une forme d'eureka dans cette conférence, mais ce n'est pas moi qui ai fait le lien, hein, ce sont des artistes. En fait, ce que j'aime bien dire avec les artistes, hein, je le dis en une phrase, hein, les artistes, ce sont des paratonnerres qui sont touchés par le monde et qui génèrent du trouble. Alors, dans un monde en dérive sectaire, ce dont on a besoin, c'est du trouble. Il faut dérailler, il faut sortir des rails, quoi. Donc, il faut du trouble. Alors, le trouble, on peut le faire de plein de façons. Hein. Soit on a un burn-out, soit on a une mauvaise nouvelle, là, comme Alexandre Fayol avec ce... Voilà. Donc, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi les artistes qui, en fait, nous font voir quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc, des moments d'arrêt, un séjour sabbatique aussi. Voilà. Tout ça, en fait, c'est des moments culturels où, en fait, on est obligé de se confronter à ces dissonances. Tant qu'on ne se confronte pas à ces dissonances, on va rester dans son silo, sur ses rails, etc. Quoi. Et donc le monde culturel a là aussi un boulevard, ou des boulevards, parce qu'on peut vraiment imaginer énormément de choses. Vous avez vu avec la performance, pour moi, j'adorerais qu'il y ait des petites vidéos TikTok de 2 minutes sur la satire de la performance du jour. Parce que tous les jours, il y a des exemples de monde suroptimisé qui se plantent. Et c'est vraiment tous les jours. Hein. Et donc en plus, ça toucherait les ados. Et les ados, hein, ce sont des prescripteurs culturels. Hein, donc en plus, là, ça catalyserait beaucoup plus le changement. Donc là, par exemple, ouais. Mais on peut imaginer des tas d'autres choses, hein, des tas de médias, médiums qui peuvent nous aider à passer ce monde-là. Mais c'est dans la culture. Mais ça peut être aussi des nouvelles traditions, comme je disais, des rituels aussi. Hein, tout ça, c'est sans fin, quoi. Une autre question. En effet.
D'accord. Mais je comprends. Alors en effet, on est aujourd'hui encore dans le monde de la performance où les marges, très souvent, sont là pour excuser l'existence du cœur. Donc par exemple, on va mettre des pistes cyclables pour justifier qu'il y ait des SUV. Là, ce n'est pas les marges contaminantes. Là, c'est des marges qui justifient l'existence du cœur. Alors ça, c'est normal, c'est la transition avant le basculement. Donc les marges sont vraiment à la marge et on les laisse un peu dans leur marge. On dit, oh, c'est super, il y a des restaurants végétariens. Voilà. Mais en fait, ça n'a pas changé le système. Et puis il y a un jour, par exemple, quand il y a une loi qui dit qu'on interdit de fumer dans les restaurants, et bien un mois après, plus personne ne veut fumer dans les restaurants parce qu'en fait, on était déjà prêt. Donc là, la marge a fait basculer le système. Alors comment c'est les artistes, mais c'est dans beaucoup d'associations, d'ONG, qui sont aux marges et qui me disent exactement ça, c'est en fait on n'y arrive pas. En effet, c'est trop romantique. Alors comment on fait? En fait, moi j'aime bien l'opérationnel. Donc comment on fait pour que ces marges soient joyeuses, ne soient pas romantiques, soient vraiment opérationnelles et qu'elles contaminent? Alors il y a un activiste américain qui est très pertinent pour ça, c'est Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'est un activiste américain des 30-60 et qui disait que pour faire basculer un système, il faut faire des alliances latérales. Donc ça veut dire que des artistes qui sont aux marges peuvent s'allier avec d'autres groupes qui sont aux marges aussi, mais de tout type. C'est-à-dire que ce n'est pas que des artistes entre eux. Ça va être une alliance avec les éboueurs du coin, avec les chefs d'entreprise du coin, avec un anthropologue, avec voilà, très, très divers. En fait, quand on fait des alliances latérales comme ça, en fait, on encercle le cœur, c'est toujours pareil, et en fait, on l'étouffe. C'est quasiment une tactique militaire, c'est du jeu de Go, quoi. Voilà. Là, on fait basculer. Mais en fait, le piège des marges, et c'est ce qu'on voit beaucoup alors pas forcément pour les artistes, mais dans les associations, mais peut-être un peu pour les artistes, les appels à projets compétitifs, c'est un peu un piège, parce que quand on répond à un appel à projet compétitif, on est en compétition avec les autres. Et donc, on rentre dans le culte de la performance. Donc, une façon de sortir de ça, c'est qu'on répond à l'appel à projet compétitif, parce que ça ne dépend pas de nous, on n'a pas le levier. Donc, on répond, mais on mutualise le résultat. C'est que par exemple, si on a gagné l'appel à projet, on le mutualise avec d'autres personnes. Et ça, c'est extraordinaire parce que en fait, c'est là où ça devient culturel. C'est qu'en fait, on débloque. En France, on dit bloquons tout, depuis le 10 septembre, bloquons tout. Non, c'est débloquons tout qu'il faut faire. Il faut débloquer. C'est là où il y a un blocage. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre l'exemple de nouveau de mon labo. Alors, ce n'est pas vraiment une marge, mais c'est une marge en quelque sorte parce qu'à Lyon, la science, la biologique à Lyon, c'est du biomédical. C'est une énorme ville qui fait du cancer, de la viro, de l'immuno, enfin c'est tout très 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 biomédical. Donc nous on fait de la biologie végétale, on s'intéresse à pourquoi les feuilles sont plates. Donc vous voyez, on est quand même complètement à côté de la plaque par rapport à Lyon. Sauf que vu qu'on est comme ça un peu aux marges, et donc on ne va pas avoir de financement lyonnais, très clairement, parce qu'on n'est vraiment pas dans la ligne du parti local. Notre labo, ça fait très longtemps qu'on mutualise intégralement tous les financements. Donc quand un chercheur demande de l'argent à l'Europe, à la France, à Human Frontiers, enfin tous ces, c'est un appel à projet compétitif, on répond, mais quand on a l'argent, on le partage avec les 130 personnes du laboratoire. Donc ce qui est borderline illégal, c'est qu'en fait on nous finance pour faire un projet et l'argent on le partage. Mais c'est là où c'est génial, c'est que en fait ça permet à tous les chercheurs d'avoir des projets à 20 ans. C'est très apaisant, c'est très rassurant. Parce qu'en fait, on distribue, c'est de la mutualisation, c'est de l'assurantiel, tout ça, finalement. Et surtout, ça permet de faire des projets beaucoup plus interdisciplinaires. Parce qu'évidemment, on va être curieux de voir ce qui se passe chez le voisin, parce que tout le monde dépense l'argent de tout le monde. Et puis, ça fait des projets qui sont, du coup, beaucoup plus intéressants sur le plan scientifique. Et donc, très souvent, le CNRS à Paris, donc le Centre de la recherche scientifique nationale, nous invite à Paris, parce qu'il voit bien que ça marche très bien chez nous. On a des super financements, on a des super papiers. Comment ça marche ? Quand on nous invite, à chaque fois on dit on ne suit pas les règles. Évidemment, on désobéit. Parce que les règles sont coincées dans le monde de la performance. Nous, on fait, c'est la robustesse, quoi. Enfin, je le dis avec mes mots, mais en fait, je ne dis pas que c'est la seule solution. J'entends complètement le fait que c'est difficile. Et ça, je ne veux pas le diminuer. Mais là, il y a une piste. C'est qu'en fait, c'est ce que disait Eisenhower. Alors, c'est à l'époque où les républicains avaient encore un cerveau aux États-Unis. Eisenhower, il disait quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Alors cette petite phrase, qui est toute simple, quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le, c'est d'une profondeur incroyable. Parce que nous, dans le culte de la performance, quand on bloque sur un problème, on le réduit, jusqu'à trouver un petit problème qu'on résout. Si vous bloquez sur un problème,
allez voir ailleurs. Voilà. Élargissez le problème. Regardez s'il n'y a pas des partenariats à faire avec une autre association du coin, avec une ville du coin, avec la biodiversité du coin, avec la rivière du coin. Vous voyez, des interactions avec les humains comme les non-humains. Et là, en fait, ça devient plus massif. Et là, on a plus de chances que ça bascule. Il y a, alors parce que Saul Alinsky n'est plus là, mais vous pouvez rencontrer Stéphane van den Ede en Belgique, qui connaît très bien la philosophie de Saul Alinsky, et il la pratique pour faire passer des lois. Vous parliez de sobriété, Stéphane a parlé de sobriété numérique. À Bruxelles, à un moment, il voulait remplacer tous les guichets sociaux physiques par des guichets sociaux numériques. Donc vous imaginez hein, les personnes qui vont voir des guichets sociaux qui vont scanner un QR code. Hein. Alors là, quand on sait que 50% de la population a des problèmes avec les outils numériques, alors pour ceux qui vont voir les guichets sociaux, vous pouvez imaginer que peut-être le pourcentage est un peu plus élevé. Bah, c'est vraiment le truc très mal pensé. Donc ils ont fait des manifestations, et justement avec cette tactique-là, d'élargir le débat. Et maintenant, Bruxelles les consulte pour savoir s'ils ne sont pas en train de se tromper. Vous voyez, ça a complètement inversé le rapport de pouvoir, en fait. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Stéphane van den Ede, il avait aussi fait c'était il y a 20 ans, hein, mais il y a plus que ça, même 30 ans, à une époque où les banques voulaient taxer les retraits à la banque de 5 francs belges chaque fois qu'on prend 1000 francs belges. Donc c'était 0,5% de taxe, hein, si vous voulez, enfin pas vraiment de taxe, hein, de prélèvement, quoi. Ben, ils avaient fait des billets de banque, des faux billets de banque de 995 francs belges et qu'ils ont distribués massivement à Bruxelles. Ben ça, plus les alliances avec les associations de consommateurs, plus la com, etc., enfin voilà, des alliances latérales, ben, ça a empêché les banques de faire passer ce truc-là. Et oui, d'ailleurs, ce qui est important aussi, ce que dit Saul Alinsky, et ce que dit aussi Stéphane van den Ede, c'est que, et là ça va rejoindre les artistes, c'est qu'il faut qu'il y ait un objet fédérateur, en fait, un objet créatif. Parce que si c'est juste des discussions, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait... Alors ça peut être une pratique, ça peut être de l'art vivant, ça peut prendre plein de formes différentes, mais il faut que ce soit cristallisé. Alors, par exemple, la dernière fois que j'ai vu Stéphane, il revenait d'une manif c'était pour une manif pour la chasse au logement vide. Ben, ils se sont baladés dans les rues de Bruxelles avec une chasse, avec un A accent circonflexe. Hein. Vous savez, la chasse, c'est cette petite maison pour les processions. Là, hein. En général, il y a une petite Marie dedans. Ben, là, elle était vide. Et c'était marqué « La chasse au logement vide ». Juste un objet, quoi. Voilà. Ben, ça, tous les médias le prennent. Ça fédère et ça cristallise le message avec un message. Ben, ça c'est un catalyseur, quoi, de transformation. Bon, voilà, je donne juste quelques pistes, mais bon, je comprends la difficulté. On est à un moment difficile parce que le monde de la performance, c'est celui qui a le pouvoir et l'argent. Donc on a vraiment l'impression que c'est un mur. Hein. Et puis là, en plus, il se radicalise. Hein. Enfin, l'international réactionnaire, elle est très très forte. Hein. Mais ils sont aussi en train de se ringardiser à vitesse grand V. Hein. Enfin, si je le dis en un mot, il ne faut pas que je fasse des réponses trop longues. En un mot, hein, tous les ultra performants ont des projets de mort. Hein. Je reviens à Iron Man. Là. Ils veulent aller sur Mars, ils veulent faire des bunkers. Hein, c'est des tombeaux. Hein. Sam Altman, il veut que sa tête, son cerveau soit dans une machine. Hein. C'est encore un projet de mort. Hein. Le transhumanisme, la survie, bah, c'est pas de la vie. Hein. Voilà, juste pour... Voilà, je crois qu'il y a une dernière question et tu répondras par oui ou non. Ouais, je fais des réponses trop longues. Alors par oui ou non, ça va être difficile, mais j'aurais voulu savoir quelle différence vous faites entre robustesse et résilience. Oui, alors on me pose souvent la question. Alors je vais vous faire une réponse simple. En fait, je me suis un peu radicalisé sur la résilience, ou plutôt contre la résilience. Donc la résilience, hein, pour bien définir les termes, il y a 30 définitions de la résilience, donc c'est compliqué. Mais la résilience, la première fois qu'on entend le mot résilience, c'est au XVIIe siècle pour l'écho, le son qui rebondit sur le mur. Résilire, c'est rebondir en latin. Donc c'est le rebond. Ensuite, c'est devenu une résilience psychosociale, déjà à l'époque, hein, 17e, 18e siècle. Après, il y a eu la physique, les matériaux résilients qu'on déforme et qui reviennent à l'état initial au-delà de la fenêtre d'élasticité. Et ensuite, en psychologie, on a emprunté la physique. Donc, c'est pas oui ou non, hein, en effet, ma réponse. Mais la résilience psychologique, c'est après un traumatisme, on revient à l'état initial. Donc, notamment après la dépression de 1929, tout ça. Et puis, c'est en socio-écologie, donc c'est Holling, Karl Folke, le Stockholm Resilience Center, un écosystème qui s'effondre et qui revient à l'état initial. Sauf que là, les derniers, là, en psychologie et en socio-écologie, on s'est rendu compte qu'en fait, cette histoire de retour à l'état initial, ça n'avait aucun sens, parce qu'après un traumatisme, on ne revient jamais à l'état initial. Un écosystème ne revient jamais à l'état initial. Il s'est transformé.
Bon, la résilience, c'est censé, donc le Stockholm Resilience Center, la définition de la résilience, hein, c'est la capacité d'un système à se maintenir, à s'adapter et à se transformer. Donc, alors, vous voyez le panel déjà, là, ça dit que quand on dit le mot résilience, il y a un peu tout, et la dernière définition de la résilience, c'est un fourre-tout. Qu'est-ce qui n'est pas résilient? Alors, autre problème de la résilience, c'est penser face à une chute, une rupture systémique. Le mot important, c'est un. Il faut une rupture systémique. On rentre dans la polycrise. S'il y a plein de chutes en permanence, on ne va pas faire de la résilience à chaque fois. On ne va pas remonter à chaque fois. Non, il faut juste ajuster le niveau de robustesse au niveau de fluctuation. Il faut juste élargir les bornes, si vous voulez. Donc ça, et puis l'autre chose, c'est que dans le monde politique et économique, la résilience, c'est bien pratique. Ça s'est hybridé avec le culte de la performance. Et c'est devenu une injonction à tomber pour sélectionner les résilients. Donc c'est la fameuse phrase de Thierry Ribot, après Fukushima, au Japon, politique nationale de la résilience. Pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Bon, la résilience vue comme ça, ouais, je suis moins fan, quoi. En fait, si on réfléchit bien, en fait, vous posez la question, qui veut être résilient, qui veut être robuste? Enfin, si on veut être résilient, ça veut dire qu'on veut tomber. La résilience, c'est désastro-dépendant. Ça ne va pas embarquer grand monde. Et surtout, encore une fois, ça ne marche pas dans un monde qui tangue en permanence. Donc il faut être robuste, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. En plus, ça évite ce mot qui est un peu flou, qui nous enfume un peu. En fait, c'est tout simple. Donc vous êtes au port, vous avez un radeau parce qu'il y a une mer d'huile. Voilà, c'est parfait pour la mer d'huile, le radeau. Sauf que quand vous allez affronter les tempêtes, le radeau, ça ne marche pas. Donc il faut un bateau avec une grosse coque, quoi. Et vous avez enrobusté votre radeau pour en faire un bateau. Ça, c'est robuste. Et puis, si ça craque, si vous passez le seuil de robustesse, vous allez vous transformer. En fait, je n'ai pas besoin de la résilience. C'est un mot qui est, pour moi, inutile. Puisque, une fois qu'on a passé le seuil de rupture de la robustesse, évidemment qu'on se transforme. Et on peut se transformer si on a été robuste avant, parce qu'on a un potentiel. Le risque avec la résilience, c'est qu'on va se concentrer sur les canaux de sauvetage et on ne va pas prendre soin du bateau. Et c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, hein, la sécurité sociale, tout ça. Enfin, on élime, on optimise, et puis on se dit, voilà, il faut être résilient. Hein. Mais non, il faut enrobuster le système. Oui, donc, je vais m'arrêter là, mais voilà, c'est quelques arguments, disons, pour réfléchir. Merci beaucoup.